Salut à tous, me voici pour le classement des épisodes d'une autre saga considérée comme les plus fun du cinéma d'horreur, Destination Finale. Une saga énormément fréquentée par ses scènes d'ouvertures impressionnantes, ses mises à mort jouissives qui suivent. Donc c'est simple, dans chaque épisode on a un groupe de personnages, et puis l'un d'entre eux a la vision d'un accident concernant l'endroit où il se trouve. Voilà, c'est simple. Du coup, ce protagoniste va tenter d'avertir tout le monde, donc certaines personnes vont l'écouter et le suivre, d'autres vont pas le croire du tout, mais l'accident a bel et bien lieu, et quelques jours après, enfin c'est selon le temps que ça met, la mort va traquer tous ceux qui lui ont échappé. Donc je vais commencer par l'épisode que j'aime le moins, et terminer avec celui que je préfère. Je démarre avec Destination Finale 4, donc c'est celui avec la course de voiture qui finit mal. Et donc pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-ci? À cause déjà de ses facilités scénaristiques, je trouve que le fait de balancer des visions dans la tête du héros, c'était tout ce qui est de plus simple. Et justement à cause de ça, le film va beaucoup trop vite même, c'est trop court, les personnages, ça manque cruellement de consistance. Donc oui, on nous balance des visions et puis le tour est joué, ça y est, le héros il comprend tout d'un coup. Donc finalement je trouve que c'est un opus inutile, et en plus de ça on a du gore en numérique, alors certes pas non plus digne de chez Asylum, tout ce qui est sci-fi, mais on sent que c'est du numérique. Et c'est dommage, mais ça reste quand même très jouissif dans l'ensemble. Mais je n'oublie pas quelques scènes qui comportent des effets gore concoctés à l'ancienne, en latex. Néanmoins, on ne s'ennuie pas du tout. Alors oui, vu que le film va super vite, parce que le machin il fait quand même 1h10, 1h15, alors oui, ça va super vite. On s'ennuie pas du tout après. Donc c'est ça, faut voir le bon côté des choses aussi. Mais ça méritait d'être quand même plus développé. Les mises à mort, bon, en dehors de la scène d'ouverture qui est toujours aussi jouissive à souhait comme celle de tous les autres opus, il y a des mises à mort qui suivent qui sont quand même assez marquantes. Donc je tiens à mentionner celle de l'escalateur, qui est de loin ma préférée et puis la plus longue et douloureuse. En conclusion, c'est un épisode très flemmard, mais qui remplit quand même son contrat, c'est-à-dire divertir. Épisode suivant, et là on entre dans le très bon. Destination Finale 5, donc c'est l'épisode avec le pont qui s'effondre. Alors si j'ai mis celui-ci en avant-dernier, c'est parce que déjà on a quand même des acteurs assez fades, ça manque d'expression tout ça, on a l'impression qu'ils sont fatigués. À part Paul Jeffrey Byrne, que j'ai trouvé très drôle, avec ses petites répliques qui détendent assez l'atmosphère. Et encore une fois, on a des effets gore numériques. C'est dommage parce que beaucoup d'entre elles le sont toutes de toute façon, elles sont vraiment fun, surtout la scène du pont, elle aurait été parfaite s'il n'y avait pas eu du gore numérique. Mais c'est pas non plus dégueulasse à souhait, on a vu largement pire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on a vu 1000 fois mieux aussi, infiniment mieux. Ensuite on a un rythme qui baisse un petit peu parfois, ça faiblit un petit peu, mais c'est pas méchant. On est quand même, moi pour ma part j'ai quand même été captivé parce que j'avais hâte de savoir qui allait être la prochaine victime. Ensuite on a aussi une idée que j'ai trouvé très sympa, qu'on n'avait pas étudié dans la saga auparavant, donc tuer quelqu'un pour lui ôter la vie. Donc en fait je trouvais que c'était original, ça donnait un final très intéressant. Puis en fait il suffit de tuer quelqu'un et puis le temps qui lui était accordé pour vivre, on le récupère. Notamment, on tue quelqu'un qui devait vivre encore 90 jours, et ces 90 jours-là, on les récupère. J'ai bien aimé. En dehors de la scène d'ouverture, qui comme d'habitude est impressionnante, donc la scène du pont, j'ai beaucoup aimé la scène de la gymnaste. Donc c'était très rapide certes, mais ça m'a fait triper. Et la scène aussi où le personnage de Paul Jeffrey Byrne meurt, c'était bien dégueu. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le retour de Tony Todd, dans le rôle du croque-mort. Son personnage est non seulement étrange, mais sa performance, elle est juste magique. Il rend le personnage encore plus sombre, encore plus sinistre, et on a vraiment envie d'en savoir beaucoup plus sur lui. Limite, j'aimerais un spin-off. Et oui, Tony Todd, le croque-mort des 2 premiers épisodes qu'on retrouve ici, un acteur que j'aime énormément. On l'a vu dans le remake de La Nuit des Morts Vivants de 1990. C'est l'interprète de Candyman, la trilogie.
On l'a vu dans les 2 premiers Butcher Hatchet avec Victor Crowley. On va le retrouver dans Death House. Voilà, c'est vraiment, cet acteur-là, c'est mon coup de cœur. D'ailleurs, après avoir terminé ce classement, je vais parler de ce personnage-là parce que je spécule quand même pour un 6e Destination Finale, donc j'ai quelques théories, donc on va en parler juste après. Et puis à la fin, on apprend qu'on assiste à une boucle temporelle, puisqu'on se retrouve dans le vol 180, qui est le premier accident de la saga. Donc ça fait vraiment plaisir, ouais, ça, on assiste quand même, enfin on est dans un cercle vicieux et voilà, j'ai trouvé ça malin, efficace. Donc, épisode suivant. Destination Finale 1, donc c'est celui avec le vol 180, voilà, la toute première prémonition de la saga qui a fait son effet. Ce jeune Alex qui voit l'avion exploser en plein vol. Ce film, il a donné naissance à une magnifique saga. Pour moi, c'est l'épisode le plus sombre. Après, oui, c'est l'épisode le plus soft et le plus timide en matière de festivité horrifique. Voilà, c'est sûr, là on tombe amoureux des autres épisodes. Là on voit bien que c'est le début, après c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas autant de folie gore. Mais pas besoin non plus de ça pour faire un très bon film. La preuve, les épisodes 4 et 5 sont plus gore que celui-ci. Et puis voilà, ce premier dessin final a plus de classe niveau scénaristique et puis visuel, voilà, c'est beaucoup plus soigné. En dehors de la scène d'ouverture avec l'avion qui explose, bon, certes, moins fun que celle des autres épisodes, mais voilà, tout de même efficace. Voilà, je note quand même la mort du pendu, qui est très éprouvante. Très réaliste, ou alors la tête qui se fait couper. Forcément on a Tony Todd, le croque-mort, et puis aussi j'ai bien aimé cette époque-là, cette ambiance voilà, du début des années 2000. Je trouve que ça a vraiment son charme. On ressort de la période du néo-slasher avec ce Scream, Halloween 20 ans après, Scream 2 aussi, Urban Legend. Il me reste plus que 2 épisodes à mentionner, et après on passe à mes spéculations sur Destination Finale 6. Alors donc, quel épisode ai-je choisi pour cette 2e place? Destination Finale 2 ou Destination Finale 3? Et j'ai énormément hésité entre ces deux-là, mais j'ai décidé de mettre Destination Finale 2, celui avec l'accident sur l'autoroute. Alors, cette scène-là, c'est ma préférée. De toute la saga, c'est ma préférée, parce que c'est la plus réaliste. L'autoroute, tout le monde l'emprunte, ou presque, mais c'est quelque chose qui peut vraiment arriver dans la vie de tous les jours. C'est même flippant. Je ne reproche rien à ce film, honnêtement. J'ai beaucoup aimé c'est le concept de une nouvelle vie peut vaincre la mort. Donc voilà, au début, les héros pensent qu'il y avait une femme enceinte dans les personnes que la mort avait choisies. Et donc, si cette femme accouchait, justement, ça aurait donné naissance à un être qui n'était pas dans la liste de la faucheuse. Et là, ça aurait cassé les burnes à la mort. Au-delà de la scène d'ouverture qui est juste exemplaire, dans les mises à mort, j'ai beaucoup aimé le type qui se fait découper par les fils de barbelé, ou encore le gamin qui ressort d'un rendez-vous chez le dentiste et puis qui se fait complètement aplatir par une plaque de verre. Et la scène finale, je l'ai trouvée très cool, avec le barbecue, voilà, avec le bras qui atterrit dans l'assiette de la mère. Donc voilà. Ensuite, premier épisode, Destination Finale 3. Donc celui-ci c'est avec le parc d'attractions, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Alors celui-ci, pourquoi pour moi il bat le second, tout simplement parce qu'il y a ce côté nostalgique. C'est le premier épisode de la saga que j'ai découvert, je l'ai vu assez jeune, je devais avoir au moins, j'ai dû le voir quand j'avais 10 ans, donc je l'ai vu quand il est sorti en DVD. Le seul petit reproche que je lui fais, c'est une petite incohérence. Alors ça m'a énormément fait réfléchir concernant la position que je devais attribuer à Destination Finale 2 et à ce 3e volet. Alors cette petite incohérence, c'est le coup de la caméra. Le gars qui est complètement obsédé par les 2 donzelles et puis qui arrête pas de les filmer. Et dans la vision de Wendy, c'est la caméra du gars en fait qui provoque l'accident, de ce qu'on voit, de ce qu'on peut voir en tout cas. Cette caméra en fait avec la ficelle s'accroche au rail du train fantôme, enfin du Grand 8, et en fait ça commence à provoquer les dégâts. Et pourtant quand la vision de Wendy est terminée, elle décide forcément comme tous les autres de prévenir ses amis et tout le monde. Et dans les gens qui la suivent, qui quittent le manège,
il y a justement le gars avec la caméra. Donc ce qui fait qu'en fait, le véritable accident n'a pas été déclenché par la caméra. Donc c'est assez étrange, sachant que dans tous les autres épisodes c'était comme ça. Dans le 2, il y avait voilà, les troncs d'arbres qui s'étaient détachés du camion et qui avaient causé la mort du shérif et puis tout un tas d'autres, tout un tas de dégâts, par exemple. Donc je ne comprends pas. Voilà, mais cette petite zone d'ombre, clairement, voilà, je lui pardonne parce qu'il y a tout le reste. Voilà, il y a la nostalgie, la séquence d'ouverture, voilà, dans le parc d'attraction, c'est certainement elle a dû être vraiment difficile à tourner. Oui, comme toutes les autres séquences d'ouverture aussi des autres épisodes. Mais celle-ci, elle était juste exceptionnelle. Voilà. Il y a, dans les mises à mort qui suivent, je retiens la scène avec le pistolet à clous, qui est juste énorme. Ou encore, ou même, voilà, la scène avec l'espèce de roulette qui broie le crâne voilà, justement, du gros pervers de service, qui est juste jouissive. Ou même, non, aussi, voilà, comme j'ai dit pour Descente Finale 2, toutes les morts, pour moi, elles sont à noter. C'est l'épisode, pour moi, c'est vraiment l'épisode le plus festif, donc voilà, oui. Donc c'est vrai, au niveau de là où ça se situe, et puis aussi, voilà, dans le rythme aussi, le rythme, voilà, parfait. Voilà, c'est l'épisode le plus rouge, c'est vraiment, ça gicle tout le temps. Voilà, c'est moi, ce que j'ai comme vision de cet épisode-là, c'est voilà, c'est l'épisode le plus festif, le plus fun. La fin aussi, dans le train, voilà, qui était juste efficace. Et puis les acteurs qui, franchement, y croient. Ah oui, là pour le coup, on a même des gueules qu'on reconnaît dans beaucoup d'autres films d'horreur. On a Mary Elizabeth Winstead, qu'on a vu dans Black Christmas, le remake, dans le remake prequel de The Thing, dans Boulevard de la Mort aussi. Donc là, c'était plus un thriller. Puis on a Ryan Merriman qu'on a vu dans Le Cercle 2, la version américaine, et Halloween Résurrection. On a aussi Texas Battle qu'on a vu dans Détour Mortel 2, qui a été rejoint aussi par Crystal Lowe. Voilà, et qui a également joué aussi, la jeune femme a joué aussi dans le remake de Black Christmas avec Mary Elizabeth Winstead. Donc voilà, tout un casting vraiment intéressant. Donc je vais passer au futur Destination Finale 6. Alors oui, c'est sûr, il y en aura un. On avait même droit à une bande-annonce faite par un fan qui nous proposait un concept vraiment sympa. Donc cette fois-ci, ça se déroulait dans un bateau, mais dans une époque très 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 ancienne, voilà, où on était à l'esclavage voilà, sur les Noirs. En fait, voilà, c'était dans un bateau en plein océan. Et voilà, c'est un esclave noir qui a la vision de l'accident. Donc je trouve que ce serait un concept dément, parce que non seulement ça changerait au niveau de l'époque, et deuxièmement on irait sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Justement le personnage, voilà, personne ne le croirait, enfin ceux qui dirigent le bateau, voilà, ses supérieurs, voilà, les hommes de race blanche ne le croiraient pas. Et puis au moment où l'accident se produit, bon bah il serait libéré, et après que voilà, plusieurs jours s'écoulent après l'accident, il serait jugé pour vaudou ou sorcellerie ou autre magie noire. Et là, le personnage serait non seulement traqué par la mort, mais aussi il serait poursuivi par les hommes blancs, parce qu'ils le traiteraient de sorcier, ils voudraient le tuer, enfin. Et peut-être, on sait jamais, bon voilà, vous allez me dire c'est facile un peu comme remarque, mais on pourrait peut-être ensuite virer, grâce à ça, il pourrait y avoir une transition sur le personnage du Croque-Mort, interprété par Tony Todd, parce que peut-être qu'il aurait appris de tout ça de la part de ses ancêtres, parce que si vous vous rappelez bien quand même, le personnage du Croque-Mort, il a l'air d'en savoir beaucoup sur ce qui se passe sur les phénomènes, parce que quand les jeunes viennent le voir, notamment dans les opus 1 et 2, et puis aussi quand il semble suivre les personnages du 5, il a l'air d'en savoir beaucoup ce personnage-là, sur la mort. Donc quand il dit que voilà, la mort n'aime pas se faire berner et tout, il a l'air d'avoir un passé très mystérieux, et sachant qu'il a l'air d'avoir une quarantaine, cinquantaine d'années, je me dis qu'il pourrait, voilà, il pourrait avoir un passé très chargé, et ce serait vraiment bien qu'on ait un spin-off sur lui. Voilà. Donc je pense que si on nous fait un Destination Finale 6 qui se déroule dans une époque très ancienne, avec voilà, qui met en scène l'esclavagisme sur un bateau, et que le héros serait suspecté de vaudou et tout, on pourrait vraiment faire une transition sur le personnage de Tony Todd qui, voilà, je vous le rappelle, voilà, vit de nos jours, voilà, avec tous les autres personnages. Donc voilà, il pourrait y avoir une transmission de génération en génération, voilà, sur comment déjouer la mort ou quelque chose dans le genre.
Mais en tout cas, il semble très bien informé. Donc n'hésitez pas à donner votre classement, vos avis sont les bienvenus, on en discutera. Et puis si ça vous intéresse, j'ai une page Instagram dans laquelle je poste mes photos de sorties cinéphiles, comme le festival Bloody Weekend. Je poste des photos de tournage de mes courts-métrages, je parle d'autres choses également. Donc vous êtes les bienvenus. Et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma petite vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut!